Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Dans ce dernier journal de la semaine, voici les titres que nous développerons ce dimanche 4 janvier. À presque un mois de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, les skieurs de vitesse de l'équipe de France sont actuellement en principauté. Au programme, entraînement musculaire, mais aussi mouvement de détente, vous le verrez. Depuis le réveillon du Nouvel An, Monaco ne désemplit pas. Une de nos équipes est allée à la rencontre de ces touristes de début d'année. Que nous réservent les astres en 2026 ? Isabelle Elvira, astrologue, nous livrera ses prévisions et décryptera ce qui attend chaque signe du zodiaque. Et puis le directeur de l'Institut audiovisuel Vincent Vatrican nous présentera la comédie New York-Miami à l'affiche mardi du Théâtre des Variétés. Mais d'abord, retour sur la rencontre de Ligue 1 entre l'AS Monaco FC et l'Olympique Lyonnais d'hier soir. Elle s'est soldée par une défaite à domicile pour les Rouges et Blancs, battus 3-1. Une reprise donc délicate pour une équipe monégasque gelée en milieu de tableau. Christophe Paco avec Camille Caloni. Oui, début d'année pour le moins compliqué pour l'AS Monaco qui a donc perdu à la maison 3-1. Début de match pourtant assez équilibré avec un score de 1 partout à la mi-temps. Mais voilà, pendant 45 minutes, on a perdu et le gardien numéro 1 et un défenseur comme Christian Mawissa. Difficile combat physique remporté par l'Olympique Lyonnais avec en plus un carton rouge qui arrive au plus mauvais moment, au moment de Monaco essayer de se ressaisir dans cette rencontre difficile en championnat puisque ça fait déjà 6 défaites en 7 rencontres pour Monaco. La déception du milieu de terrain monégasque, Jordan Tézé. Tout le monde est contre nous. Bien sûr l'adversaire, aussi les blessures, aussi les arbitres, mais ça va, c'est pas grave, ça c'est le foot et après à la fin de la saison, je suis sûr qu'après nous on va rigoler. On est à la moitié. Oui, exactement, donc nous on a encore toujours beaucoup de chances pour remonter. Donc j'ai jamais vu une saison finie dans 17 matchs. Il ne faut plus perdre quoi en championnat. Oui, exactement. Si on perd, c'est pas bien. Mais c'est pas juste maintenant, c'est déjà aussi avant. Mais maintenant, on va se concentrer sur la coupe la semaine prochaine. Mais c'est sûr qu'on doit gagner le match. Et un entraîneur, Sébastien Pocognoli, déjà en difficulté, même s'il essaie de relativiser notamment le problème avec les arbitres, des bons matchs, on le sait, à Marseille comme contre Lyon, mais perturbé par des faits d'arbitrage et encore des blessures, encore des suspendus. Ça va pas être simple jusqu'à la fin de saison pour Sébastien Pocognoli et déjà en ce mois de janvier où les rencontres vont s'enchaîner bien sûr, que ce soit avec la Coupe de France, le championnat et la Ligue des Champions. Honnêtement, j'arrive dans chaque match le week-end avec le sentiment que le travail en semaine est bien effectué, ce qui me donne beaucoup de confiance. Lorsqu'on arrive le jour du match, il y avait un bon état d'esprit. On ne voit pas un groupe qui lâche, je ne le vois pas à l'entraînement. Je sens un groupe qui est heureux de s'entraîner tous les jours et de venir à la Turbie, qui a envie d'exécuter ce qu'on travaille la semaine, qui fait face à toutes les circonstances d'arbitrage, de blessures, où forcément tout est remodelé de semaine en semaine. Et honnêtement, il y a un gros travail qui est fait au quotidien. Et changer certaines choses, à mon avis, ne changerait rien. Et après cette défaite, Thiago Scurul a jugé bon de venir à la rencontre de la presse en ce début d'année, bien sûr, et d'expliquer les soucis du moment de l'AS Monaco et essayer de nous les faire comprendre. What we need now is trust, is support to find the solutions and to keep building the club. Like if you have an injury in your foot, you do not cut your foot off. You just solve the problem, you find a solution for you to be back with a stronger foot. That's what we are doing. We know the problems that we have. We know the mistakes that we made on the last months, and now it's time for us to find solutions, and I take full accountability on this, and I do respect their disappointment with the organization, with me personally. What I can promise them is hard work, honesty, and I'm still committed, and I love the club I am, so I'm going to keep working. Digérer ce nouveau revers cette saison, bien sûr, on est à mi-parcours. Digérer en l'emportant, pourquoi pas en Coupe de France, sera le prochain objectif. Ça sera la semaine prochaine à Orléans, avant d'accueillir ici à Monaco la Juventus à la fin du mois de janvier. Mais auparavant, il faudra quand même se déplacer au Real Madrid dans le cadre de la Ligue des Champions. Et on en reparle demain dans les experts du foot à 19h30. Et dans les tribunes du Stade Louis II hier soir, il y avait des sportifs plus habitués à un autre terrain de jeu, la montagne. L'équipe de France de ski de vitesse séjourne actuellement à Monaco pour plusieurs journées de préparation. En ligne de mire, la reprise des compétitions et les Jeux Olympiques d'hiver dont le coup d'envoi sera donné dans un mois. Voyez ce reportage de Patricia Navarro, Hugo Comaza et Camille Caloni.
Changer de décor pour mieux performer. C'est à Monaco que l'équipe de France de ski de vitesse a choisi de lancer une séquence clé de sa préparation avant les Jeux Olympiques d'hiver. Pendant 3 jours et demi, les skieurs ont quitté la neige pour le soleil azuréen avec un objectif clair, renforcer les corps et souder le collectif avant les prochaines échéances sportives. Le but, en fait, c'était de sortir un petit peu de nos routines, de l'encadrement, de tout ce qu'on connaît avant les Jeux Olympiques. Le problème, c'est que juste avant les Jeux Olympiques, nous, on n'a pas le temps. On a les circuits Coupe du Monde qui s'enchaînent et à la suite de notre dernière Coupe du Monde, on ira tout de suite sur le lieu des Jeux Olympiques. Donc, c'était le seul moment de pouvoir sortir un peu de la montagne, peut-être un peu du mauvais temps, de la grisaille, du froid. Et à Monaco, moi, je suis juste à côté, je suis à Nice, donc je sais le climat qu'on a, je sais les températures. Ce midi, on a mangé au soleil, c'est juste extraordinaire. Pour moi, c'est normal, mais sinon, de manière générale, c'est extraordinaire. Et le but, c'est clairement d'avoir un juste milieu entre recréer de la fraîcheur physique, mais aussi de la fraîcheur mentale, d'où l'idée de venir ici et faire quelques rappels d'entraînement, histoire d'arriver en forme pour ce mois de janvier. Au cœur de ce stage, la préparation musculaire occupe une place centrale le matin. Un programme dense, pensé pour répondre aux exigences extrêmes de la discipline, mais qui inclut aussi la pratique d'autres sports l'après-midi. L'idée, c'est comme ça, ce matin, on a fait une grosse séance de musculation, on prend toujours des risques. Là, l'idée, c'est de faire quelques appuis, bien sûr, qu'on va pas jouer on va jouer pour s'amuser, puis refaire un petit peu des appuis pour se retrouver aussi un peu tous en commun. Parce que quand on fait musculation, c'est chacun pour soi, alors que là, on se retrouve pour jouer en double. C'est aussi un petit moment convivial, mais avec quand même un arrière-pensée au niveau des appuis, au niveau des changements de direction, qui va compléter avec ce qu'on a fait ce matin. Entre 2 entraînements, les skieurs ont pu relâcher la pression à travers des activités de détente, parties de padel, mais aussi marche le long du littoral et des moments conviviaux comme le match de Ligue 1 au Stade Louis II, avec à leur côté un guide local, le skieur Arnaud Alessandria, qui connaît bien toute cette équipe puisqu'il partage préparation et entraînement toute l'année dans le cadre d'une convention entre la France et Monaco. C'est cool de se retrouver, surtout ici pour moi à la maison. Puis eux, ça leur fait du bien un peu de changer de climat, de voir un peu la mer et le soleil. Donc oui, c'est cool de se retrouver tous pour un peu de prépa physique plutôt tranquille et bon enfant. On va essayer d'aller visiter le casino aussi pour leur faire découvrir un peu Monaco et aller faire un tour sûrement sur la place du Palais pour voir ce beau palais et leur faire découvrir. Les skieurs français qui peuvent tous prétendre à une sélection aux JO d'hiver se sont également essayés au hockey sur glace, à la patinoire, à l'occasion aussi de travailler appui, équilibre et réflexe tout en s'amusant, sans oublier une pause au marché de Noël pour une belle parenthèse avant de retrouver la neige et les sensations de la très haute vitesse dès mardi à Oron. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis le 31, Monaco ne désemplit pas. Mais d'où viennent ces touristes de début d'année? Théo Schumer et Arnaud Imbert ont mené l'enquête. Les fêtes de fin d'année ont encore attiré beaucoup de touristes à Monaco. 4 jours après la Saint-Sylvestre, ils sont encore nombreux à se montrer dans les rues. En ce dimanche, certains ont choisi de se rendre sur la place du Palais pour assister à la mi-journée à la traditionnelle cérémonie de la relève de la garde, assurée par la compagnie des Carabiniers du Prince. D'où est-ce que vous venez ? Bonjour, nous venons de Manosque, département du 04. Italia, Milano. Veneto, à Verona. From Milan. Je viens de Toulouse, dans le 31, Haute-Garonne. Très bien. Vous êtes ici en vacances ? Oui, on est venu un week-end parce que mon compagnon a un appartement sur Nice. Donc très bien. On vient se balader. Et vous êtes passé donc voir la relève de la garde. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est très joli, ça fait très princier, c'est une très belle architecture. Il faut le voir une fois, je pense. Parce que bon, c'est pas tous les jours, nous on n'est pas d'ici et voilà, on est venu exprès pour le voir. È stato molto interessante, molto bello perché appunto non l'avevo mai visto e la prima volta e è un bello spettacolo e anche il fatto che si muovono tutti insieme nello stesso momento, fanno tutto coordinato, mi è piaciuto e quindi sicuramente ne vale la pena. Allora, mi è piaciuto davvero tantissimo, è molto particolare e soprattutto è molto bello. Mi è piaciuto veramente tanto il cambio delle guardie e tutto, quindi molto piaciuto. Pour savoir d'où viennent les touristes de ces fêtes de fin d'année, il faut aussi se rendre sur la place du Casino. C'est le passage obligé des nouveaux venus à Monaco et des carspotters. Vengo de España, de Ontinyent, que es un pueblo de Valencia. De Fréjus. Seattle, Washington. La Drôme, Roman. Et vous êtes ici en vacances ? Juste en vacances, on repart là. Vous êtes resté combien de temps ? 2 jours. Ici. Okay. Tunisia? Oh. Ouais. But I live in Germany. Oh, okay. We are here holiday with my family and we are impressed
Wow, Monaco is just wow, schön of Germany. Me parece precioso, la verdad, porque hay coches de alta gama y el paisaje es precioso. It's a great country. We love the food, we love the weather, love the people. It's a great place. Tous très heureux de leur passage, les touristes auront donc encore été nombreux cette saison à Monaco pour les fêtes de fin d'année, provenant de toujours plus de pays, preuve que l'attractivité de la principauté n'est plus à démontrer. Que vous réserve 2026 ? Les planètes seront-elles de votre côté dans le domaine de l'amour, de la santé ou encore du travail ? Pour répondre à ces questions, nous avons contacté l'astrologue de Femme Actuelle. Bonsoir Isabelle Elvira. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur cette nouvelle année. D'abord, est-ce que globalement, on peut dire que 2026 sera une bonne année ? Oui, en tout cas meilleure que 2025, figurez-vous, parce que c'est une année d'action. C'est une année où on sort un peu de chez soi pour tenter des choses, même si on rate, on essaye. Et avec la numérologie également, on entend dire que ce sera l'année du renouveau. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, c'est une année 1. En numérologie et aussi en astrologie chinoise, on est sur une année 1 du cheval du feu. Et le 1, comme son nom l'indique, commence un nouveau cycle. C'est vraiment une année avec beaucoup de potentiel et beaucoup de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Est-ce que ça veut dire que c'est une année idéale, par exemple, pour lancer des nouveaux projets ? Complètement. C'est l'année idéale pour les nouveaux projets. S'il y a bien une année pour essayer des choses et surtout prendre des risques, c'est 2026. Même si on n'est pas tout à fait prêt, cette année nous invite à essayer avec cette insouciance un petit peu de l'enfance, de la joie, de la curiosité. Et quels signes particulièrement seront les plus gâtés par les astres ? Les signes de feu et tout particulièrement les béliers. C'est la grande année des béliers. Les béliers, vous pouvez tout faire, tout tenter, tout essayer. Est-ce qu'au contraire, certains auront plus de difficultés ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a certains signes d'eau, notamment les scorpions et les poissons, qui ferment des gros cycles. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans le processus de fermeture. Alors, c'est très heureux parce que ça va les libérer. Maintenant, les 6 premiers mois de l'année peuvent être encore avec beaucoup d'émotions, beaucoup de chapitres à fermer, mais c'est à traverser. C'est une bonne nouvelle malgré tout. Quels conseils vous pourriez leur donner alors à ces signes-là ? Alors, de rester réellement dans les cercles qui leur font du bien, avec leurs proches, avec leur famille, d'essayer de créer comme ça chez eux une maison illuminée du cœur, de se faire entourer, de demander du soutien. Et ça va être très bien à partir de l'été, mais il faut tenir bon jusqu'à l'été. Est-ce qu'on pourrait donner quelques prévisions par signe, et notamment ceux qu'on n'a pas encore cités, ou par groupe de signes, pour les téléspectateurs qui nous regardent ? Oui, alors donc je reprends les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, très bonne année. Très bonne année pour le travail, très bonne année pour les coups de foudre, pour commencer des choses sans trop se poser de questions et sans trop demander l'avis des autres. Les signes d'air, excellente année aussi, notamment sur tous les nouveaux projets intellectuels. Écrire votre roman, vos mémoires, sortir une conférence. On discute beaucoup, les signes d'air. Et bonne nouvelle, vous pouvez changer d'avis sur une certitude un peu tenace. Les signes d'eau, oui, on traverse un chapitre, mais alors quelle libération à partir de l'été. Les signes de terre, donc, sont les taureaux, les vierges et les capricornes. C'est une belle année pour consolider. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons, on ferme des chapitres, on reste avec ses proches et en deuxième partie d'année, une rencontre. Les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, on essaye tout. On n'a pas peur du risque. Les signes d'air, gémeaux, balance, verseau, que d'idées. Attention à la dispersion, mais mettez en application vos idées. Donc globalement, c'est très positif. Comment on l'explique ça, que 2026 sera plus positif que 2025 ? Alors, c'est vrai que 2023, 2024, 2025 étaient des années compliquées. D'un point de vue astral, il y avait beaucoup de grandes planètes, ces planètes qui font le monde, notre petit monde et le grand monde dehors, qui changeaient progressivement de signe. En 2026, elles ont toutes changé de signe. Elles sont toutes dans un nouveau signe. Elles sont toutes en harmonie les unes avec les autres, dans des énergies feu et air. Le feu et l'air, ça va très bien ensemble, ça allume des nouvelles flammes, des nouvelles étincelles, des nouveaux feux verts pour avancer. Donc astralement, il y a un changement énergétique très heureux, si on le saisit, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Elvira pour vos prévisions et puis pour ces bonnes nouvelles que vous nous apportez. Oui, merci à vous.
Direction à présent l'Italie et plus précisément les grottes de Grimaldi, véritable trésor de préhistoire. Dans le cadre d'une collaboration scientifique internationale, plusieurs ossements ont exceptionnellement quitté les vitrines du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Objectif, les passer au scanner afin de percer un peu plus les mystères de leur origine. Alban Jean-Jean et Camille Caloni. C'est ici, dans les grottes de Grimaldi en Italie, que des chercheurs découvrent il y a une dizaine d'années l'un des plus vieux bassins conservés en Europe, un os de la hanche féminin datant de 230 000 ans avant Jésus-Christ. Il n'a jamais été étudié sur le plan médical et anatomique jusqu'à présent. On ne sait même pas exactement à quelle espèce précisément il appartient. Est-ce que c'est du sapiens? Est-ce que c'est du néandertal? Est-ce que c'est quelque chose d'hybride entre les deux? On ne sait pas. Habituellement, les restes humains sont déposés à l'hôpital pour être analysés. Pour la première fois, ce laboratoire roulant se rend directement au pied des grottes de Grimaldi pour obtenir des réponses grâce à ce scanner. On va reconstituer ensuite ce bassin par homologie gauche-droite. On va faire son miroir tout simplement, ce qui va nous permettre de déterminer des mesures. C'est un bassin complet, virtuel, qu'on va reconstituer grâce à la radiologie et au scanner. On va voir également à l'intérieur quel est l'état pathologique de l'individu. J'entends par là les maladies et la cause de décès éventuelle de cette personne. Des analyses impossibles au moment de la découverte des ossements. Aujourd'hui, les progrès scientifiques permettent d'aller plus loin dans la recherche. La bipédie, on sait qu'elle s'est installée depuis bien longtemps, mais ça nous permet de mieux savoir comment fonctionnait la marche, le type de pas, le type de stature que pouvaient avoir ces individus. Toutes les pièces du puzzle de l'évolution humaine se remettent en place au fur et à mesure. À quelques kilomètres de là, Monaco aussi rouvre de vieux dossiers. Le musée d'anthropologie préhistorique profite du laboratoire pour passer au crible certains ossements. C'est une enquête en fait sur nos origines, sur notre passé, sur notre histoire, sur nos ancêtres. Et il y a toujours des questions. Là, je suis sûre, on va avoir des résultats, mais d'autres questions vont se soulever. Et petit à petit, notre travail, justement, c'est d'en apprendre un peu davantage sur tout ce patrimoine archéologique. Après analyse, les ossements sont ramenés au musée avec de nouveaux secrets à révéler aux visiteurs. Il se prépare avant le grand rendez-vous. Les dizaines de rosiers destinés à fleurir le concours international de roses de Monaco sont en ce moment chouchoutés à la pépinière de la direction de l'urbanisme. Marie Bonnet-Blanc et Arnaud Humbert sont allés à la rencontre des jardiniers. 780 rosiers en pot, les 10 derniers viennent tout juste d'arriver. Première étape indispensable, la taille afin d'équilibrer et harmoniser les racines avant le rempotage. Un travail minutieux mené avec rigueur par les jardiniers. Je vais le praliner, qui est juste ici. Voilà, en fait ça sert surtout à protéger le rosier, à vraiment le fortifier. À l'intérieur du pot qu'il y a ici, vous voyez, vous avez du pomiche. Le pomiche, ça sert à drainer après pour bien s'occuper du rosier, pardon. Donc je mets déjà un fond de terreau. Ensuite, je mets délicatement le rosier sans abîmer les racines. Voilà, comme ceci. Voilà. Là, il y a déjà mon fond. Ensuite, je complète avec du terreau. Alors, je fais surtout attention ici, vous voyez. Là, par exemple, ici, vous avez le porte-greffe. Ça, il faut faire attention à vraiment pas je dirais pas l'enterrer. Sinon, le rosier aura beaucoup plus de mal à se développer. Voilà, je remplis bien. Il ne faut pas trop tasser, hein. Faut vraiment que les racines puissent vraiment bien, pour mieux se développer, pardon. Voilà, si je fais bien mon contour, j'appuie légèrement dessus. Et vraiment, je reste à fleur du pot. Et voilà, mon premier rosier est terminé. Les rosiers sont ensuite transférés en serre où ils seront observés pendant les 4 prochains mois. Chacun d'entre eux est numéroté. En tout, c'est 70 producteurs qui ont fait parvenir une dizaine de rosiers, mais seulement 5 de leurs plants seront retenus pour participer au concours. Sur ces 5, on choisit le maximum de boutons, le maximum de fleurs et de fleurs fanées. Il faut compter déjà une bonne quinzaine de jours pour que ça commence à avoir les boutons qui commencent à apparaître. Donc les bourgeons vont commencer à démarrer et de là, forcément, on va nous sélectionner, voir un petit peu ce qu'il en est et peut-être des fois retailler parce que vous avez des grandes tiges qui vont pousser. Il va falloir aussi avoir un rosier harmonieux et ainsi de suite. Et donc on a diverses variétés de rosiers, on a des couvre-sols, des hybrides de thé, des fleurs multiples. Donc à nous après, on sert à faire forcément que le rosier soit le plus harmonieux possible et qu'on soit vigilant à tout ça. Et c'est surtout aux maladies en fait, et ravageurs qu'il faut être vigilant. Il ne reste désormais plus qu'à patienter. Ces rosiers sont encore en pot. Ils seront finalement présentés en pleine terre lors du concours qui est prévu au mois de mai prochain.
La pluie sera de retour mardi. Pourquoi ne pas en profiter pour aller voir New York-Miami? Ce classique américain de Frank Capra sera projeté à 19h au Théâtre des Variétés dans le cadre du cycle de films d'auteur et de films restaurés, tout l'art du cinéma. À cette occasion, le directeur de l'Institut, Vincent Vatrican, a répondu aux questions de Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. New York-Miami, c'est le titre du film de Frank Capra, qui est un film de 1933. De quoi parle ce film? C'est un road trip? C'est une comédie américaine. Oui. C'est d'ailleurs dans le cadre du cycle de la comédie américaine que vous projetez. C'est les deux. C'est d'ailleurs ce qui fait que les différents studios qui se sont refilés le projet, ils ne croyaient pas. Ouais. Les acteurs n'y croyaient pas non plus. Les acteurs n'y croyaient pas jusqu'à ce que le producteur de la MGM, Louis B. Mayer, qui avait une dent contre Clark Gable parce que Clark Gable avait refusé un certain nombre de projets MGM, décide de le prêter, ça se faisait beaucoup à l'époque, de le louer à la Columbia, et sur le nom Clark Gable, le film a pu se monter. Enfin, c'est la petite histoire. Mais et la grande histoire, ça pour dire que ce film n'a failli jamais exister. Or, avec le recul, il est considéré aujourd'hui comme un des films premier qui a fondé la comédie américaine telle qu'on en parle, la grande comédie américaine qui a duré jusqu'aux années 60 ou même au-delà avec d'autres cinéastes. Oui, parce qu'il y a plein de référents. Enfin, dans le film, il se passe plein de choses qui seront reproduites après dans d'autres films. Je pense notamment La carotte de Clark Gable avec Bugs Bunny. Ça vient de ce film. Tout à fait. L'autostop avec Claudette Colbert. On revoit des remakes après avec ce style, cette façon de faire de l'autostop. Alors, c'est ce qui est, je trouve, très beau, unique, je crois, quasiment unique à l'époque, c'est-à-dire que les gens des studios qui ont lu le script, le script développe un récit assez basique. Une jeune femme héritière d'une famille fortunée. Ça fait une fugue en quelque sorte. Voilà, fait une fugue parce que son père est insupportable, veut absolument la marier avec elle, donc elle claque la porte. Et puis elle va croiser un journaliste un peu hautain ou un peu sûr de lui, un peu macho. Oui, un peu macho. À l'ancienne. Qui vient de perdre son travail. Et tous les deux vont traverser les États-Unis ensemble au départ dans un autobus. C'est sûr que, raconté comme ça, comme je le fais, voilà, le film ne développe pas disons, beaucoup de suspense. Et justement, ce qui est très beau dans le film, c'est que lorsqu'on met de côté l'histoire proprement dite, elle quitte Miami, elle va jusqu'à New York et grosso modo, ils vont retourner jusqu'à Miami. Ce qui est intéressant, c'est justement les à côté, toutes les péripéties qui laissent d'ailleurs penser que la comédie flirte un peu avec le film policier, puisque le père va mettre des détectives aux trousses de la jeune femme. La dimension sociale que rencontrent les États-Unis à cette époque-là, on est quelques années après la crise de 1929, donc on est dans l'Amérique profonde. Ils vont se mêler comme ça avec des catégories sociales qui ne sont pas les leurs. Donc c'est tout ça qui fait la richesse du film et la surprise du film, parce que tout du long, Capra sera y disséminer des ingrédients, des surprises, des rebondissements jusqu'à la scène finale. Qu'est-ce qui fait rire? Quel est le style d'humour dans ce film? Alors je dirais qu'il y a deux types d'humour. Il y a un humour qui est écrit,
Dans les dialogues, donc c'est le fait de Robert Riskin, le scénariste, et de Capra. Donc des choses qui étaient écrites à l'avance. Notamment quelque chose qui est resté célèbre, c'est l'allusion au mur de Jéricho, qu'il faut abattre les murs de Jéricho. Donc je n'en dis pas plus pour laisser la surprise, parce que c'est un running gag tout au long du film, et qui fonctionne de manière magique, c'est-à-dire extrêmement bien millimétré. Et une deuxième forme d'humour qui est, je crois, due à l'interprétation des acteurs. Il faut aller le voir. Ah, incontournable. Allons voir donc New York, Miami. Merci Vincent. Merci Fabien. But you're never going to live under the same roof with him. Now, I'll see to that. Ellie! Send a wire to the Lovington Detective Agency. Daughter escaped again. I've got to get to New York without being stopped. We're wasting our time. Can you imagine Ellie Andrews riding on a bus? Next time you drop in, bring your folks. Send the story to all the newspapers. But my daughter is somewhere between here and Miami. Now I want her found. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Dans un instant, la météo de Théo Schumer, et puis ne manquez pas demain le nouveau podcast de Geneviève Berti. Il est consacré cette semaine à Gabriel Revel, ambassadeur, représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès du Conseil de l'Europe. Bonne soirée sur Monaco Info et bonne reprise. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous et bon dimanche. On va retrouver un peu de mauvais temps pour cette nouvelle semaine de janvier. Et oui, même si on veut bien commencer l'année, tout ne peut pas être parfait d'un coup. Un ciel voilé donc pour demain matin qui va se couvrir même un peu plus au fil de la journée. Un risque de pluie est aussi à prévoir, notamment en soirée. Pour les températures, ce ne sera pas mieux. 6 degrés pour votre petit déjeuner, jusqu'à 10 degrés seulement le reste de la journée. On ne fera pas mieux pour demain, mais je vous assure que le beau temps sera très vite de retour les jours suivants. Christine Petit-Homel y reviendra demain soir dans ses prévisions. Ce lundi 5 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête au Édouard. Passez une excellente soirée sur Monaco Info et bon début de semaine. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.